François Jolivet, qui est rapporteur de la Commission des finances pour les crédits du logement. Messieurs les ministres, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, chers collègues, je voudrais vous dire que je partage le souhait exprimé par le gouvernement d'améliorer l'efficience de la dépense en matière de politique du logement. Quel est le constat ? Chaque année, notre pays dépense en aide directe tout près de 20 milliards et renonce à 20 milliards de recettes fiscales. Ce n'est sans compter l'engagement financier des collectivités territoriales aux côtés des organismes de logement social et parfois de l'Union européenne. Si la production de logements est en augmentation, elle ne permet pas aujourd'hui de satisfaire la demande de logement qui s'exprime dans les territoires. Le niveau des loyers en France, lorsque l'on benchmark, est un des plus élevés en Europe, alors que nous sommes le pays qui dépensons le plus dans ce domaine. Le projet de loi de finances est donc annonciateur d'une réforme structurelle, transformant profondément le secteur du logement afin d'être encore plus au service des territoires et de leurs habitants. L'objectif d'équilibre des comptes publics justifie que dans chaque réforme structurelle, transformant profondément un secteur d'activité, soit recherché aussi des économies pour tous les acteurs publics, concourant à l'exécution des missions d'intérêt général accomplies, pour ce cas, par les organismes HLM. L'État ne doit pas être le seul bénéficiaire d'économies, mais tous les acteurs publics. La contribution des organismes HLM au redressement des comptes publics est donc un acte de solidarité. Aucune activité ne peut se tenir à l'écart de cet objectif. Les dernières grandes réformes du logement social sont anciennes, 1946 et 1978. Je passe sous silence les niches fiscales successives baptisées du nom de leur ministre créateur. Le modèle du logement social est aujourd'hui, dit-on, quand on écoute les experts, serait arrivé à un modèle de maturité suffisant pour justifier sa transformation. Il doit donc tirer les conséquences dans son organisation propre des inégalités territoriales qu'il dénonce par ailleurs. Il doit trouver des moyens en son sein de s'en saisir pour agir. Cette réforme structurelle d'ampleur doit permettre la circulation de la ressource financière entre les territoires afin de mieux prendre en compte les contraintes des territoires en tension ou en restructuration et permettre une meilleure valorisation des actifs détenus. L'objectif est donc double, compléter l'offre dans les secteurs où la demande de logement est insatisfaite en accélérant les processus de construction et permettre de redonner l'attractivité aux villes moyennes. L'amélioration de la qualité de services rendus aux locataires, l'accompagnement social et la gestion urbaine de proximité devront dicter comme postulat les grands enjeux de ce changement de modèle. Car il ne faut pas perdre de vue que les seuls destinataires des politiques publiques du logement sont les demandeurs de logement et les locataires. Cette transformation du modèle économique devra aussi s'approprier les apports des nouvelles technologies, dématérialisation, coffre-fort électronique, maquette numérique, BIM. Ces outils sont aujourd'hui réservés à quelques acteurs privilégiés qui disposent de moyens financiers suffisants et donc une taille suffisante pour les mettre en place. Ce qui signifie que la fracture territoriale continue à se creuser. La réforme doit aussi y mettre fin. L'évolution systémique des organismes de logement social s'impose. Des espaces de mutualisation doivent être trouvés entre les acteurs pour parvenir au choc de l'offre, des mesures de simplification et la mutualisation des fonctions support entre les organismes doit être encouragée. Le nouveau modèle économique du logement social, vous l'aurez compris, doit rechercher en fait à pouvoir être autoporté par les secteurs des acteurs du logement social eux-mêmes. Le projet de loi de finances pour 2018 présente une diminution des dépenses de logement à hauteur d'1,7 milliard, comme le rappelait le ministre. Les trois programmes 177, 109, 135 sont très détaillés dans mon rapport spécial, donc je vous renvoie à sa lecture. Je noterai tout de même deux choses concernant le rapport 177. Pour la première fois, l'État s'approprie les contraintes d'accompagnement d'une politique d'accueil des migrants et il est relevé la sincérité de cette politique, puisque 12,2% viennent compléter les financements. Le programme 109, le ministre l'a dit, est donc en baisse. Et le programme 135, qui pourrait dire que l'État se retire des aides à la pierre, en fait, eh bien, ce retrait est contrebalancé, d'une part, par des fonds nationaux, par des fonds apportés par les organismes HLM d'une part, et d'autre part par la future loi logement qui favorisera une meilleure circulation des actifs. Je partage donc le constat du gouvernement quant à la vision macroéconomique de bonne santé financière des organismes de logement social et ai proposé l'examen dans la première partie du projet de loi de finances, conformément au référé de la Cour des comptes adressé au gouvernement lors de la préparation du projet de loi de finances, de mixer les mécanismes de réduction de loyer de solidarité par une contribution de revenus locatifs ou augmenter le taux de TVA de 5,5 à 10, là aussi recommandé par la Cour des comptes et d'ailleurs par l'Union européenne. Cette réforme structurelle
du logement social devient donc une ardente obligation. L'article 52 peut être perçu comme un électrochoc de la réforme des aides personnalisées au logement, mais elle en est le signe positif annonciateur. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir dicté le calendrier de la future loi logement et également d'avoir assuré la représentation nationale que les relations avec les bailleurs n'étaient pas terminées. J'aurais 2 questions à vous poser complémentaires. L'article 52 exclut expressément du dispositif de la réduction de loyer de solidarité les gestionnaires de foyers logement, mais n'exclut pas les gestionnaires des résidences étudiantes. Un de nos collègues, d'ailleurs, a proposé des amendements dans ce domaine-là. Pourriez-vous rassurer que nous sommes au banc, pourriez-vous rassurer la représentation nationale par votre réponse? Et puis, d'autre part, l'article 52 prévoit une mutualisation entre les organismes HLM. Toutefois, cette mutualisation ne pourra pas se faire pour les SEM de logement qui n'adhèrent pas à l'USH. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir laissé 50 secondes.